Je pense que, avant toute chose, la guerre est globale. Quand vous êtes dans une structure qui conduit des opérations, qui prépare des opérations, ce que nous avons créé en France, la principale problématique, c'était d'intégrer l'arme cyber à l'intérieur d'un ensemble d'autres savoir-faire qui reposent aussi bien sur la marine, les forces spéciales, l'armée de terre, le renseignement et tout ce que l'on veut. Donc, ce qui différencie la cyber civile, la cyber des cybercriminels ou la cyber même des groupes de désinformation comme Wagner ou choses, d'une capacité cyber portée par les forces régaliennes d'un État, les forces armées et les forces de renseignement, puisque vous remarquerez que la cyber et les services de renseignement sont toujours des choses qui sont relativement proches. Vous regardez le Cybercom aux États-Unis, le patron est aussi patron du Cybercom et patron de la NSA. Donc, quand vous êtes dans une planification d'opérations de ce type de niveau, en plus en étant une nation en guerre comme Israël, votre perception, votre analyse est globale. Et c'est ça qui est assez extraordinaire dans l'opération menée. D'ailleurs, qui est pour moi l'opération la plus profonde en termes d'opération combinée, un peu comme vous l'aviez eu en son temps avec le ver Stuxnet, quand une opération avait permis de leurrer les centrifugeuses iraniennes à l'intérieur d'un sanctuaire. Vous avez bien vu dans cette affaire Stuxnet, le virus informatique qui a dû coûter à peu près 2 millions d'euros était en gros à peu près peut-être 1% du coût global de l'opération, parce que c'est la partie la plus compliquée, c'est d'aller en temps réel, en grandeur réelle, porter un virus au cœur d'un organisme extrêmement protégé. Donc vous avez à la source beaucoup de renseignements humains, vous avez à la source beaucoup de capacités de pénétration, mais c'est des capacités de pénétration qui reposent sur des sources humaines ou des savoir-faire, où vous combinez bien sûr technologie et savoir-faire humain. Et là, dans ce que vous avez constaté, c'est qu'il y a un acte informatique, oui, qui n'est pas d'un niveau de sophistication particulièrement élevé. Mettre un explosif à l'intérieur d'un petit équipement informatique, plus un système de mise de feu, plus ce système de mise de feu que vous êtes capable d'activer à distance, ce n'est pas le top du top de la technologie. C'est en jargon en ex-Yougoslavie, ça s'appelait des IED. Donc c'était des pièges, des pièges qui étaient activables, des explosifs activables à distance par du téléphone portable ou autre, et qui explosaient. Donc là, c'est miniaturisé. Par contre, ce qui est remarquable, c'est la planification d'ensemble de cette opération, dans laquelle vous avez de l'innovation, parce qu'il faut trouver un des maillons faibles de votre ennemi, et d'arriver, quand vous avez un ennemi qui a des réseaux de télécom extrêmement protégés, trouver le maillon faible qui permet de passer par la fenêtre, par la porte, pour arriver à produire votre effet. Donc il y a derrière ça une très forte planification, et puis depuis des années ou des mois de pénétration, de connaissance de votre ennemi, pour être capable à l'instant T, et un instant T qui politiquement ou tactiquement au sens militaire ait du sens. Ça ne sert pas, si c'est faire avoir un effet dans 3 ans ou d'avoir un effet qui soit incertain, c'est pas forcément. Puis derrière, dans une telle type d'opération, il faut être sûr que les dégâts collatéraux soient limités au minimum et être sûr d'atteindre le cœur de sa cible. Donc c'est ça qui fait que cette opération est marquante. Et ça qui fait que cette opération montre un niveau d'intégration des forces chez les Israéliens de très haut niveau. Typiquement, si vous les comparez au début des opérations en Ukraine, on a beaucoup reproché aux Russes de ne pas être capables de coordonner des sections à terre avec l'arme aérienne. Voilà, vous voyez une très grande nation de Russie qui a investi énormément dans la cyber et dans d'autres choses, qui a des grosses difficultés pour arriver à coordonner différents corps d'armée. Là, ce que montrent les Israéliens, c'est leur très haute capacité à faire des actions combinées, coordonnées, prévues de longue date. La guerre est globale. Donc dire est-ce que c'est du humain ou est-ce que c'est pas de l'humain, pour moi c'est une fausse question. Ça n'existe pas cette question, c'est dépassé depuis plus de 10 ans, c'est complètement dépassé. Ce qui manque, quand vous êtes dans une armée moderne avec des moyens importants, aussi bien techniques qu'humains, votre approche est globale.
Donc vous faites, quand vous analysez un ennemi, vous faites une analyse systémique, c'est que vous regardez toutes ces lignes de force et ainsi de suite. Et vous apprenez ensuite à combiner tout le renseignement que vous avez, toutes les informations. Et donc vous combinez bien sûr du renseignement que vous avez eu par des sources humaines, mais aussi du renseignement que vous avez eu par de l'imagerie, par des interceptions de guerre électronique, par de la cyber. Et c'est ça la grande force des armées modernes qui ont un haut niveau d'intégration en leurs composantes, c'est d'être capable d'agréger l'ensemble de ces sources et d'en sortir des choses qui soient concrètes, qui soient tactiques, donc arriver à suivre telle et telle personne, à savoir à quel endroit il est exactement, savoir qu'il est mis à ce moment-là sur son téléphone, que c'est corrélé en même temps avec de l'imagerie. Voilà, donc c'est tout cet ensemble-là qui montre que vous avez un haut niveau de capacité ou non. Voilà. Et donc c'est pour ça que ces questions qui segmentent, non, c'est l'intégration de l'ensemble de ces capacités qui montre le haut niveau de performance d'une armée. Voilà, je vais vous donner simplement 3 clés de compréhension. La première, c'est que tous les opérateurs de télécom ont des offres d'envoi de SMS massifiés, à la fois à mettre à disposition de leur État en cas d'alerte ou ainsi de suite, ou simplement pour du mailing commercial. Donc ça, c'est une forme autorisée, rémunérée. Je doute que ce soit celle qui a été appliquée. La deuxième solution, c'est que l'opérateur est pénétré et qu'il y a eu une pénétration informatique, que quelqu'un est chez lui et utilise, sans que l'opérateur en ait conscience, ses services. Donc normalement, il devrait au bout d'un moment s'en apercevoir. Voilà à peu près les deux principales clés. Troisième chose qui est un peu plus technique, c'est que les téléphones qui sont à côté de vous, on leur vie, quoi. Ça il est à côté de vous, vous croyez qu'il ne parle pas, mais il parle en permanence à son opérateur, il parle en permanence aux bornes qui permettent de le positionner et de trouver la meilleure qualité, et derrière tout ça, vous avez un ensemble ce que j'appelle des SMS techniques, qui permettent de commander un certain nombre d'actions, donc qui pourrait être aussi une façon de le faire. Donc soit vous l'avez piraté, soit vous travaillez au niveau des dernières bornes. Mais à partir du moment où c'est massif, c'est plutôt probablement un piratage par pénétration de l'opérateur ou des opérateurs. La propagande a toujours accompagné la guerre. Donc la propagande, c'est une partie de ce truc. Et vous voyez bien aujourd'hui, avec la désinformation, il y a de la propagande quasiment partout, partout, partout. Moi, depuis 2007, je n'ai pas vu une confrontation, pas vu une confrontation entre États, voire une confrontation entre groupuscules, qui n'est pas un volet cyber. Et les volets cyber, ça peut commencer par de la contestation type Anonymous ou des ONG ou des extrémistes autonomistes. Et puis ça peut aller jusqu'à l'action de partisans sous la tutelle d'État, voire d'action étatique. Donc vous avez tout un condominium d'utilisation de l'espace numérique pour faire valoir ses objectifs stratégiques. Vous prenez Wagner en Afrique, j'en ai peu cité, très fort en matière de propagande. Voilà. Le domaine numérique est quand même très intéressant pour semer le doute, pour déstabiliser un de vos adversaires, donc gagner la guerre sans combattre ou gagner la guerre avant de combattre. Et c'est quand vous reprenez la stratégie de Sun Tzu sur l'art de la guerre de Sun Tzu, gagner sans combattre, c'est le summum de l'art de la guerre. Donc l'espace numérique va permettre de mener un certain nombre d'actions avant la guerre déclarée, un peu comme ça a été vu en Ukraine. La propagande russe a commencé à partir de 2011 pour déstabiliser votre adversaire. Puis quand le temps des bombes est venu, le cyber participe toujours, mais devient un petit peu secondaire. Par contre, il sert bien sûr toujours sur la partie du renseignement, positionner votre adversaire, arriver à positionner correctement des images, piéger vos adversaires en écoutant leur communication ou en pénétrant des réseaux. Voilà, donc ce volet est un volet de plus au sein
des stratégies. L'espace numérique vient compléter les espaces physiques dans lesquels l'homme agit, et à travers l'espace numérique, on va viser à avoir des effets sur les activités humaines, y compris sur les activités de combat, sur le fonctionnement d'un État. Et l'espace numérique permet à la fois des attaques techniques, mais des attaques informationnelles, ou de combiner les deux. Et c'est ce qu'on a vu. Le premier élément significatif, c'est l'attaque contre l'Estonie en 2007. Où l'État estonien a été très désorganisé, tout simplement par des partisans russes, du fait d'une statue d'un héros de l'Union soviétique qui a été déboulonné. Ensuite, en 2008, vous avez eu des affaires autour de la Géorgie. En parallèle, en 2007, vous avez eu un raid israélien qui est rentré en Syrie. Comme par hasard, les radars n'avaient rien vu. Puis je peux vous en citer. Et puis 2010, Stuxnet, qui est quand même, pour moi, le missile de croisière informatique, qui quand même marque tout l'écosystème cyber pour voir comment on peut arriver à avoir un effet vraiment tactique, physique, au cœur du sanctuaire de quelqu'un, qui montre la combinaison entre le renseignement et l'action cyber. Et puis l'autre action, c'est, vous l'avez très bien dit, c'est les pagers. Et le piégeage qui suppose une connexion extrêmement intime de votre ennemi.